Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. J'ai décidé de vous lire les chapitres 14 à 16 de Noé et moi. C'est parti. Chapitre 14. Pendant les vacances de Noël, nous restons à Paris. Ma mère n'aime plus les voyages, la campagne, la montagne, c'est au-dessus de ses forces. Elle a besoin de rester là, en terre inconnue. Le soir, il me semble que je peux nous voir de l'extérieur au travers des baies vitrées. Le sapin clignote dans le fond du salon. Ce sont les mêmes boules et les mêmes guirlandes que l'on ressort depuis des siècles. Personne n'y s'y intéresse, ni prête attention, pas même mon père qui pourtant s'y connaît en illusion familiale. Nous serions sans doute tous d'accord pour conclure que cela n'a pas de sens, mais personne ne le dit. Alors chaque année, le carton est ouvert, le sapin décoré, le menu prévu à l'avance. En général, mes grands-parents viennent de Dordogne. Ils dorment chez nous le soir du réveillon. La seule chose que j'aime, c'est que l'on dîne très tard, car ils vont à la messe de minuit. Ma grand-mère refuse de dîner avant, sinon elle s'endort à cause de la digestion. Le lendemain, ma tante, mon oncle et mes cousins nous rejoignent pour le déjeuner. La trêve de Noël, ça veut dire qu'il faut faire semblant d'être content, d'être heureux, de bien s'entendre avec tout le monde. À Noël, par exemple, on invite ma tante, qui est la sœur de mon père, qui fait toujours des réflexions sur ma mère devant elle, comme si elle n'était pas là, comme si elle faisait partie du décor. Anouk devrait se secouer un peu, il y a quand même un moment, il faut se reprendre en main. Tu ne crois pas, Bernard? C'est pas bon pour la petite qui est déjà assez perturbée comme ça, et toi, tu as l'air épuisé. Tu ne peux pas être tout le temps au four et au moulin. Il va bien falloir qu'elle s'en sorte. Mon père ne répond pas. Ma mère fait mine de ne pas l'avoir entendu. On fait passer le plat, on se resserre de gigot, de dinde ou de je ne sais quoi. On enchaîne sur leurs dernières vacances à l'île Maurice. Le buffet était gigantesque, les animations formidables. On a rencontré un couple très sympathique, les garçons ont fait de la plongée. Moi je n'aime pas qu'on s'attaque à des gens sans défense, ça me met hors de moi, encore plus quand il s'agit de ma mère. Alors un jour je lui ai dit: Et toi Sylvie, comment tu serais si tu avais tenu ton enfant mort dans tes bras? Ça a jeté un froid polaire d'un seul coup. J'ai bien cru qu'elle allait s'étouffer avec son huître. Il y a eu un long silence, c'était un moment magnifique, à cause du sourire qui s'était dessiné sur les lèvres de ma mère tout petit. Ma grand-mère a passé sa main sur ma joue, et puis la conversation a repris. Noël est un mensonge qui réunit les familles autour d'un arbre mort, recouvert de lumière. Un mensonge tissé de conversations insipides, enfoui sous des kilos de crème au beurre. Un mensonge auquel personne ne croit. Ils sont tous repartis. Je porte autour du cou une petite chaîne en or avec un pendentif en forme de cœur que mes parents m'ont offert. Un soir à table, je pense à nous, à Mouloud, à Lucas. Je regarde l'assiette posée devant moi. J'essaye de compter les nouilles et en même temps le nombre de battements de mes pieds sous la table. J'aime bien me diviser en deux, mener de front, deux activités parallèles. Par exemple, chanter une chanson tout en lisant un mode d'emploi ou une affiche sans m'interrompre. Je me fixe des défis, tant pis s'ils sont absurdes. 46 nouilles et 54 battements plus tard, j'arrête de compter. Tout ça ne sert à rien. Tout ça ne sert qu'à oublier une chose. No est seul. No est quelque part et je ne sais pas où. No m'a offert son temps et je n'ai rien donné. Chapitre 15. Le lendemain, j'ai pris le métro jusqu'à la porte de Bagnolet. Sans hésiter, je me suis engouffrée dans le centre commercial. J'ai hésité à attraper un caddie, histoire de me fondre dans le décor. Il était 10 heures, l'hypermarché était déjà plein. Au rayon charcuterie, une dizaine de personnes attendaient devant eux et se partageaient le service. J'ai pris ma place dans la queue et j'ai commencé à les observer. Elles portaient toutes les deux un tablier blanc et une sorte de coiffe en tissu. L'une était blonde avec des cheveux raides, l'autre brune et frisée. Je me suis remise entre les mains du hasard. Quand viendrait mon tour, ce serait forcément Geneviève, l'amie de No, qui s'adresserait à moi. Parfois le
Je cherche quelqu'un que vous connaissez peut-être. Elle s'appelle Nolwenn. Oui, qu'est-ce que tu lui veux? Je m'étais tellement concentrée que j'en avais oublié ce qu'il fallait dire. J'aimerais la retrouver. Écoute, là je travaille, je peux pas te parler. Elle vient toujours chez vous? Non, je lui ai demandé de partir et de plus revenir. Je pouvais pas la garder. Elle vidait mon frigo, elle foutait rien de ses journées. Elle cherchait pas de boulot. Vous savez où elle est? Aux dernières nouvelles, elle était dans un foyer. Mais ces trucs-là, ça dure jamais très longtemps. Je ne sais plus lequel. Derrière moi, une femme engoncée dans un manteau vert, appuyée sur un caddie rempli à rapport, commençait à s'impatienter. J'ai dit merci et j'ai tourné les talons. J'ai repris le métro. Je suis descendue à Bastille. J'ai marché jusqu'à la rue de Charenton, en face du 29, le long de l'opéra, telle que No me l'avait décrite. Une tente igloo était posée à même le trottoir, derrière, coincée contre le mur. S'accumulaient cartons, cabas et couvertures. La tente était fermée. J'ai appelé, j'ai entendu, quelques minutes hésitantes. Et puis j'ai commencé à faire glisser la fermeture éclair. J'ai passé ma tête à l'intérieur. Il y avait une odeur épouvantable. Je me suis mise à quatre pattes. J'ai avancé un peu, à la recherche d'un indice. Quand j'étais petite avec mes cousins en jouant au détective, j'étais la meilleure. J'ai jeté un coup d'œil circulaire. Des sacs plastiques étaient entassés vers le fond. Quelques canettes vides jonchaient le sol. Et oh, d'un bond, j'ai voulu me relever. J'ai marché sans m'enlacer. Je me suis étalée de tout mon long, à plat ventre. L'homme grondait derrière moi. Il m'a attrapé par le col. Dans un même mouvement, m'a sorti de la tente et m'a remise debout. J'avais été équipée d'une fonction volatilisation instantanée. Ça m'aurait bien arrangé. Il était tout rouge, il sentait le vin. J'étais morte de peur. Qu'est-ce que tu fais là? Mon cœur battait à grande vitesse. Il m'a fallu à peu près 2 minutes pour proférer un son. On t'a jamais dit qu'il fallait pas rentrer chez les gens? Excusez-moi, je cherche No. Elle m'a dit qu'elle vous connaissait. Je m'en souviens pas. Elle est brune avec les yeux bleus, pas très grande, les cheveux comme moi, un peu moins longs. Elle a dormi 1 ou 2 fois avec vous enfin. Je veux dire dans votre tente. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Vous savez où je pourrais la trouver? Écoute, moi je veux pas d'emmerde et puis là j'ai des trucs à faire. Faut que je range. Depuis combien de temps vous ne l'avez pas vue? Je t'ai dit que j'avais pas le temps. Vous n'aurez pas une toute petite idée, s'il vous plaît? Dis donc, tu sais ce que tu veux toi? Mais moi je dépanne les gens comme ça 1 nuit ou 2, après j'oublie. Il m'a regardé longuement, mon manteau, mes bottines, mes cheveux. Il s'est gratté la tête avec l'air de quelque chose qui hésite. T'as quel âge? 13 ans, bientôt 14. T'es de sa famille? Non. Des fois elle mange à la soupe populaire de la rue Clément. C'est moi qui lui ai refilé le plan. Je la vois là-bas de temps en temps. Bon, allez, dégage maintenant. De retour chez moi, j'ai fait des recherches sur le site de la mairie de Paris. J'ai trouvé l'adresse exacte, les horaires et le numéro de téléphone. Les repas sont servis entre 11h45 et 12h30. Les tickets distribués à partir de 10h. Plusieurs jours de suite, je me suis postée sur le trottoir d'en face pendant plus d'1 heure. J'ai regardé les gens entrer et sortir. Je ne l'ai pas vu. Chapitre 16. C'est le dernier jour des vacances. La queue se déploie sur une 50aine de mètres. Les portes ne sont pas encore ouvertes de loin. Je reconnais son blouson. À mesure que je m'approche, je sens mes jambes faiblir. Il faut que je ralentisse, que je prenne le temps, que je calcule des divisions et des multiplications très compliquées dans ma tête, tout en marchant vers elle pour être sûre d'avancer. Je fais souvent ça. Quand j'ai peur de me mettre à pleurer ou de faire marche arrière, j'ai 10 secondes pour trouver 3 mots qui commencent par H et finissent par E, conjuguer le verbe soir à l'imparfait du subjonctif ou calculer des multiplications invraisemblables avec des tonnes de retenue. Elle me voit, elle me regarde droit dans les yeux. Sans un geste, sans un sourire, elle se détourne, comme si elle ne m'avait pas reconnu. J'arrive à sa hauteur, je découvre son visage comme elle. Elle a changé. Cette amertume à ses lèvres, cet air de défaite, d'abandon. Je m'arrête, elle m'ignore, elle attend coincée entre 2 hommes. Elle ne fait pas un pas pour se dégager et reste là, derrière le plus gros, le visage enfoui dans son
chaussures cirées, un sac à dos de marque, mes cheveux sont lisses et bien coiffés. Dans les jeux de logique où on va deviner l'intrus, il ne serait pas difficile de me désigner. Les conversations reprennent à voix basse, attentive, je m'approche d'elle. Je n'ai pas le temps d'ouvrir la bouche. Elle fait face, son visage est dur, fermé. Qu'est-ce que tu fous là? Je te cherchais. Qu'est-ce que tu veux? Je m'inquiétais pour toi. Ça va très bien, merci, mais ça va, t'as compris? Ça va très bien, j'ai pas besoin de toi. Elle a élevé la voix, une rumeur commence à parcourir la queue. Je perçois seulement des brides. Qu'est-ce qui se passe? C'est la gamine, qu'est-ce qu'elle veut? Je ne peux plus faire un geste. L'eau me pousse d'un coup sec. Je glisse du trottoir. Je ne parviens pas à détacher mes yeux de son visage. Elle garde la main tendue pour m'éloigner. Je voudrais lui dire que j'ai besoin d'elle, que je n'arrive plus à lire ni à dormir, qu'elle n'a pas le droit de me laisser comme ça, même si je sais que c'est le monde à l'envers de toute façon. Le monde tourne à l'envers, il n'a qu'à regarder autour de soi. Je voudrais lui dire qu'elle me manque, même si c'est absurde, même si c'est elle qui me manque de tout ce qu'il faut pour vivre. Mais moi aussi je suis toute seule, et je suis venue la chercher. Les premières arrivées commencent à entrer dans le bâtiment. La queue avance vite, et je la suis. Pars-toi, Lou, je te dis. Tu me fais chier, tu n'as rien à faire là, c'est pas ta vie. Tu comprends, c'est pas ta vie. Elle a hurlé les derniers mots avec une violence incroyable. Je recule sans cesse de la regarder, je finis par faire demi-tour, je m'éloigne quelques mètres plus loin. Je me retourne une dernière fois. Je la vois entrer dans le bâtiment, elle se retourne aussi. Elle s'arrête, on dirait qu'elle pleure. Elle ne bouge plus. Les autres à la bousculent, la dépassent. J'entends quelqu'un l'engueuler. Elle répond par une injure, crache par terre. Un homme la pousse. Elle disparaît dans l'ombre d'un couloir. Je repars jusqu'à la station de métro. Il suffit de suivre la ligne grise du trottoir. Je compte le nombre de poubelles de la ville de Paris, les vertes d'un côté et les jaunes de l'autre. Je crois qu'à ce moment-là, je la déteste, elle et tous les sans-abri de la terre. Ils n'ont qu'à être plus sympathiques et moins sales. C'est bien fait pour eux. Ils n'ont qu'à faire des efforts pour se rendre aimables, au lieu de picoler sur les